Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 23e heure de direct, toujours depuis les studios de TV5 Monde. Et donc pour la 22e ville de ce marathon, nous partons en direction du deuxième pays le plus vaste au monde, situé au nord du continent américain. Bienvenue au Canada et dans sa capitale fédérale, Ottawa. Tout au long de cette émission, je serai accompagnée de 4 intervenants. Jean-Pierre Dany, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise pour TCI Inc., qui est une entreprise d'événementiel, d'interprétariat et de traduction. Vous avez tout dit. Et vous êtes basé à Ottawa. Vous Exactement, y tout à fait. Depuis 40 ans. Ok. Marilène Garceau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associée directrice générale de Kennedy Garceau. Tout à fait. Nous accompagnons tous les projets professionnels de mobilité entre l'Europe et le Canada, que ce soit du dirigeant d'entreprise à l'immigrant candidat à aller au Canada. Très bien. Isabelle Blanche-Pimpin, bonsoir. Bonsoir. Donc, je vous appellerai peut-être Blanche pendant le plateau parce que les gens vous appellent comme ça, je préviens. Vous êtes directrice des opérations chez Europe Auto et Renault Canada. D'accord. Donc, vous aurez l'occasion de nous expliquer un peu pendant l'émission ce que vous faites avec cette entreprise. Rémi Paris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des marchés des particuliers chez Desjardins. Oui, qui est le premier groupe coopératif financier au Canada et qui a comme pour vocation d'accompagner toutes les personnes qui ont un projet particulier ou entreprise en lien avec le Canada. D'accord, très bien. Je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions en direct, par écrit ou par vidéo, à l'aide des boutons orange en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas pendant l'émission si vous avez des réactions. Pour démarrer cette émission, on écoute tout de suite Xavier Pietri, qui est conseiller du commerce extérieur de la France et cofondateur d'Infranext. Et lui, là, il va nous faire un état des lieux de l'économie du pays. Le Canada, ces 15 dernières années, a bénéficié du boom des matières premières. Et leur baisse, aujourd'hui, a démontré que, finalement, c'était une économie résiliente, axée vers les nouvelles technologies, les biotech, la santé, les infrastructures. Le Canada bénéficie d'un des secteurs bancaires les plus robustes du monde. Donc tout ça est très positif. Le deuxième aspect qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui cherche à s'émanciper de son grand voisin du Sud en s'ouvrant vers les marchés asiatiques et vers l'Europe, notamment avec le CETA. Donc ce nouveau traité commercial va être très intéressant à suivre de point de vue. Et puis enfin, c'est un pays qui a su réduire ses déficits, qui a quasiment pas de chômage et où les taux d'intérêt sont bas. Donc comme vous voyez, on est dans une situation économique qui est plutôt bonne et durable. Xavier parlait dans la vidéo du secteur bancaire, parmi les plus robustes au monde. Rémi, quelles sont les particularités du secteur bancaire au Canada ? Eh bien, une des raisons qui fait la solidité du système bancaire, c'est d'abord un cadre réglementaire très strict qui fait que ça sécurise l'ensemble de l'industrie. Deuxièmement, il y a la différence entre le débit et le crédit et la façon dont on suit de manière très précise le pointage de crédit des entreprises ou des particuliers. Concrètement, chaque Canadien vit avec 2 cartes. Une carte de débit, qui est une carte d'accès, de guichet, qui est un peu comme une carte à débit immédiat. Et puis, on vit tous également avec une carte de crédit, qui est là du crédit à la consommation, qui est un peu comme du débit différé pour un Français. Eh bien, ces 2 cartes, on les utilise en permanence et ça vous permet de constituer un historique de crédit. Et mois par mois, si vous réglez bien toutes vos factures, vous aurez un bon pointage qui vous ouvrira toutes les portes pour un téléphone portable, pour financer des meubles ou pour acheter une maison. En revanche, si vous avez scrappé votre crédit, comme on dit parfois, abîmer votre crédit, vous allez vous retrouver en difficulté pour toutes ces opérations quotidiennes. Donc c'est quelque chose à savoir pour les personnes qui nous regardent. Que vous vouliez monter une entreprise ou un projet particulier, il faut bien faire attention à son historique de crédit au Canada. D'accord, et ça permet aussi de sécuriser le secteur bancaire. Ça évite le surendettement qu'on a pu connaître aux États-Unis notamment. Tout à fait. Isabelle Blanche, vous travaillez dans le secteur du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous donner les tendances de ce secteur au Canada ? Les tendances sont favorables pour 2017 parce qu'on a eu une année 2016 qui était quand même très ordinaire, on va dire, très moyenne. Donc 2007 part très bien. Donc on a confiance que les Québécois ou les Canadiens vont voyager. Ce sont des grands voyageurs déjà en partant, mais je pense qu'ils vont passer au-dessus de tout le contexte actuel pour voyager parce que ce sont des gens qui aiment
vraiment voyager. Donc on est très confiant pour 2017. D'accord. Vous pouvez nous parler un petit peu d'Europe Auto et Renault Canada? C'est des entreprises spécialisées dans les véhicules de location TT, transit temporaire. C'est vraiment une exception française. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, les 3 grands constructeurs français ont une formule qui s'appelle le transit temporaire. En fait, c'est accessible, c'est un système de location de voitures, moyen et court terme. On choisit le véhicule que l'on va louer. Et on a vraiment ce véhicule-là. Donc, on est directement en lien avec le constructeur. Et on fournit à des touristes, des gens qui sont non résidents en communauté européenne, on fournit la possibilité de voyager avec un véhicule neuf, complètement assuré en Europe. On appelle ça un achat-rachat parce qu'ils achètent le véhicule pour la durée d'utilisation. Et après le contrat, qui est de 2 semaines, voire 6 mois, le constructeur récupère le véhicule pour le vendre en véhicule de seconde main. Donc on vend ça, c'est un produit qui est très populaire au Canada et dans le monde entier d'ailleurs, et qui est un produit extrêmement sans souci, en fait. On appelle ça worry-free en français. Donc c'est vraiment sans souci parce que tout est vraiment couvert dans la location de voiture. Et on a énormément de clients répétitifs là-dessus. D'accord. Et pour l'anecdote, Jean-Pierre, vous vous êtes rendu compte que vous avez été client. Absolument. Vous avez donc loué une voiture. Et nous nous étions parlé au téléphone il y a à peu près 5-6 ans pour régler un problème qu'elle a fort bien réglé. Excellente formule. Quelques mots sur les autres secteurs porteurs du Canada, Jean-Pierre. Alors, écoutez, effectivement, le secteur financier semble être porteur. Ça fait partie des directeurs financiers, etc. Ça fait partie des métiers que l'on accueille volontiers au Canada. Il y a d'ailleurs, peut-être que vous pourrez rebondir là-dessus tout à l'heure, mais il y a une liste de métiers prioritaires, de professions prioritaires. Et je dirais qu'il y a ça. Il y a également les chefs de cuisine. On recherche toujours des cuisiniers. Vous avez tous les métiers qui vont être spécialisés dans l'exploitation minière, par exemple, dans l'exploitation de gaz et pétrole aussi. Il y a dans le secteur pétrochimique également, en biotechnologie. Mais tout ça sont des grandes entreprises, quand même, il faut le savoir, qui s'occupent elles-mêmes de leur recrutement et qui, bien souvent, ont leurs expatriés qu'elles font venir au Canada. Mais enfin, quand même, c'est ça essentiellement les secteurs porteurs. Et puis les fonctions publiques, fédérales et provinciales. Alors, vous parliez de secteurs dans lesquels on recherche de la main-d'œuvre, d'autres un petit peu moins. On va tout de suite s'intéresser au problème des visas. Enfin, pas forcément au problème, mais aux visas. Quand on vient s'installer et travailler au Canada, on écoute à ce sujet Fanny Laredo qui nous explique les différentes modalités du visa de travail permanent. Donc, concernant le visa de travail permanent, il est à noter qu'il concerne avant tout les travailleurs qualifiés et les professionnels d'affaires, les investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs indépendants. Il existe 2 grands programmes qui permettent d'obtenir la résidence permanente sur la base du travail. Le programme travailleurs qualifiés, dont les principaux critères de sélection vont être les compétences en français ou en anglais, qui sont les 2 langues officielles du Canada, les études, donc il faut être diplômé du secondaire ou avoir un diplôme universitaire dans certains cas, l'expérience de travail qui sera exigée entre 1 et 2 ans en fonction du poste. Il faudra également détenir une offre d'emploi valide et l'adaptabilité sera également prise en compte. Ce sont essentiellement les ressources qui doivent être suffisantes du candidat pour s'établir au Canada. Le second programme est le programme métier spécialisé, dont les critères de sélection sont plus ou moins les mêmes que ceux qu'on vient d'énoncer, mais la particularité, c'est qu'il faut travailler dans un métier spécialisé dont la liste est fixée par les autorités canadiennes. Alors, à titre d'exemple, ces métiers vont être tout le personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique, les opérateurs de postes centrales de contrôle, les superviseurs et les métiers techniques dans les ressources naturelles, l'agriculture et la production connexe, les chefs et les cuisiniers, les métiers de l'électricité, de la construction et de l'industrie. Marilène, quels sont vos conseils, vous, pour préparer et anticiper son implantation au Canada ? Et c'est certain que l'immigration est un prérequis, donc il faut comprendre ses possibilités. Ce qui a été présenté dans la vidéo par Mademoiselle Laredo est le programme fédéral, donc toute province hors Québec. Or, il y a d'autres programmes accessibles. Une même personne peut avoir plusieurs possibilités. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'aller à la source, de d'abord aller sur les sites des gouvernements, d'abord le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, de faire les tests d'admissibilité,
On a parlé de tests de langue, donc effectivement, dans certains cas, faire les tests de langue. Si c'est les métiers, les programmes jeunes, regardez les programmes jeunes. Mais surtout, faire attention parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de fraude. Donc, si vous rentrez en contact avec un conseiller en immigration, assurez-vous d'aller sur le site du gouvernement fédéral pour valider si ce conseiller est recommandé par l'ambassade. Il faut bien vérifier ses sources et à qui on s'adresse. Tout à fait. Où est-ce qu'on va chercher l'information? Et il faut surtout aussi profiter des séances d'information virtuelles ou en personne qu'offre l'ambassade du Canada avec la majorité des provinces et la délégation générale du Québec qui offre aussi des séances d'information pour le Québec. Merci. Rémi, est-ce qu'il y a un gros besoin de trésorerie quand on s'installe au Canada? Mais en fait, tout dépend du visa pour lequel vous allez postuler. Certains visas, comme des visas avec un employeur garanti à l'arrivée, vont demander moins de ressources puisqu'on sait que vous aurez un emploi. D'autres visas, je donne l'exemple du permis vacances-travail, qui est ouvert aux 18-35 ans pour les Français et Belges, peut permettre de partir sans emploi, mais en conséquent, on vous demande d'avoir au minimum 2 500 $ approuvé à l'arrivée au pays et c'est avec ça que vous pouvez rentrer dans le territoire. Si vous ne l'avez pas, on peut vous refuser l'accès au territoire. Donc en fonction du visa que vous avez, il faut vérifier les conditions de ressources qui sont nécessaires. Ok. Il y a aussi des choses à savoir sur l'évaluation des diplômes, Marilène. Tout à fait. Alors, dans la démarche, notamment d'entrée express, encore une fois, toute province hors Québec, il y a une évaluation de diplôme à faire dans le cadre de sa demande en ligne. L'évaluation de diplôme se fait sur la base de vos diplômes et lorsque le diplôme est connu au Canada, oui. Il permet déjà d'évaluer votre niveau d'éducation et de vous donner des points supplémentaires pour la démarche d'entrée express. D'accord, donc ça se prépare et ça s'anticipe. Isabelle Blanche, vous, dans votre entreprise, vous avez quels exemples de visas pour les étrangers ou pour les Français? Nous avons 2 PVTistes, donc qui ont un permis vacances-travail, donc 2 jeunes trentenaires qui sont rentrés au Canada et auxquels nous avons offert un emploi. Au départ, donc, ils étaient là pour 1 an. Nous avons prolongé leur contrat pour devenir... On leur a offert un contrat de travail. Ils sont liés à notre entreprise pour 3 ans. Ils ont, à partir de là, la responsabilité de se mettre en règle avec le gouvernement pour pouvoir rester. Je veux dire, moi, au-delà de 3 ans, je pense que je ne peux plus rien faire pour eux. S'ils ne font pas leur devoir. Okay. Mais j'ai 2 PVTistes français. D'accord. Et puis on parlait des parcours en préparation, mais c'est vrai que moi j'ai eu un parcours qui ressemble un peu à ces jeunes-là, puisque je suis parti au Canada en permis vacances-travail pour 1 an. J'ai enchaîné sur un visa qui était sponsorisé par ma compagnie à l'époque. Puis j'ai fait la résidence permanente jusqu'à aller à la citoyenneté qui me donne la double citoyenneté. Donc c'est vrai que quand on parle des visas, on peut rentrer dans le pays avec un visa, on peut anticiper d'en avoir d'autres par la suite, mais c'est toujours des étapes qu'il faut anticiper. Il ne faut pas réagir la veille de la fin de votre visa. Il faut clairement avoir une vraie stratégie pour rester au Canada. Et surtout de suivre l'évolution des réglementations. Parce que Rémi a fait le PVT d'1 an, maintenant c'est 2 ans. Il y a des mobilités francophones, il y a toutes sortes de programmes qui arrivent, mais les conditions changent. Donc, on anticipe, mais on reste informé également. Donc, c'est possible, mais il faut bien se renseigner. Jean-Pierre, rapidement, dans le domaine de la traduction, est-ce qu'il y a des besoins de main-d'œuvre étrangère Alors, dans les domaines linguistiques, c'est-à-dire traduction, rédaction, interprétariat, il y aurait des besoins, mais pour l'instant, le marché est sursaturé. C'est-à-dire que les universités ont formé énormément de gens au cours des dernières années. Le marché s'est considérablement contracté et évidemment, on a un nombre trop important de diplômés sur le marché qu'il faut employer en priorité. Si je voulais faire venir, par exemple, un traducteur de France, il faudrait que je prouve la nécessité de l'embaucher au Canada. Oui. Il faut que le gouvernement canadien soit intimement persuadé qu'il n'y a personne d'autre qui puisse le remplacer, ce qui est quand même une démonstration un petit peu difficile à faire. En revanche, ce que je fais, ce que beaucoup d'entreprises canadiennes font dans mon milieu, c'est d'employer des traducteurs autonomes en France pour certaines spécialités. Il est beaucoup plus facile de leur donner des contrats ponctuels, de sous-traiter. Par exemple, lorsqu'on a un contrat avec le fédéral, on doit respecter le pourcentage maximum de 20%.
20% des contrats donnés à l'étranger dans le cadre des contrats fédéraux. Dans la mesure où on se situe entre 15 et 20%, il n'y a aucune difficulté. C'est pour l'instant la seule façon pour nous d'employer des Français. Merci pour ces précisions. Donc là, on a vu un petit peu les procédures avant l'installation, mais une fois qu'on est sur place, il y a ce sentiment, cette idée peut-être reçue, on verra, que tout est possible. Et on écoute à ce sujet Claude Bonnet, fondateur du Moulin de Provence, boulangerie artisanale à la française à Ottawa. Alors, vous voyez, donc, moi, j'ai eu la chance, ici, étant installé en plein centre-ville d'Ottawa, d'avoir la visite de notre ancien président bientôt des États-Unis. Et finalement, ça a été le succès pour moi au niveau de l'accompagnement que ça a apporté après ça. C'est une raison encore pourquoi aujourd'hui je suis en train de développer d'autres entreprises. Les gens ont été très réceptifs et je suis très content d'avoir été visité par le gouvernement américain. Et Barack Obama, pour nous, a été une révélation au niveau de l'entreprise. Vous voyez, ça c'est une opportunité comme ça gratuite. Ici au Canada, tout est permis. Isabelle Blanche, une réaction peut-être. Il termine en disant au Canada, tout est permis. Vous êtes d'accord? Je crois que oui. Je crois qu'aujourd'hui, si on a envie de travailler, si on a des compétences, certes, mais si on a envie de travailler, je crois qu'il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de possibilités. Et en termes pratiques de création d'entreprise, Jean-Pierre, ça se passe comment? C'est plutôt simple, plutôt contraignant? Très bien, très simple. En moins d'une semaine, avec 2 000 $, vous embauchez un avocat et vous pouvez faire inscrire une entreprise. Alors évidemment, il faut savoir si c'est une entreprise de régie provinciale ou de régie fédérale. Tout ça varie évidemment à l'échelle du Canada, mais grosso modo, les procédures sont les mêmes que vous soyez au Nouveau-Brunswick ou au Nunavut. C'est relativement simple et c'est sans tracas. De plus, puis je pense que Rémi va plus en parler que moi, nous ne sommes pas écrasés par les charges sociales ni par les impôts. Oui, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles il est simple et intéressant de créer une entreprise au Canada, c'est que la fiscalité est plus faible sur les revenus des entreprises. On est environ à 26,9 au Québec, il faut le savoir, mais c'est à peu près pareil dans le reste du Canada. Et puis, on a aussi des charges sociales beaucoup moins importantes. Donc là, ça fait une vraie différence. Alors, par contre, il faut le savoir aussi, quand on veut aller dans un nouveau pays, alors c'est une nouvelle culture nationale, c'est aussi une nouvelle culture d'économie. Donc, il faut se renseigner, comme on a dit, pour ouvrir son entreprise et après se faire accompagner par des spécialistes. Bon, il se trouve que nous, Desjardins, on a une équipe spécialisée entreprise là qui est basée à Paris, qui peut aider toutes les personnes qui ont ce projet-là. On a développé un petit guide, je me permets de le présenter, Entreprendre et conquérir le marché canadien, qui contient plein d'astuces sur la fiscalité justement et autres pour préparer votre projet. Et puis, effectivement, il y a d'autres organismes gouvernementaux qui peuvent vous accompagner pour préparer votre projet parce que même si on a par exemple créé une boulangerie en France, il faudra forcément adapter le projet pour que ce soit un succès au Québec ou au Canada ou en Ontario. Donc en termes pratiques, la création d'entreprise, il n'y a pas forcément de grandes difficultés, mais comment est-ce qu'on se vend? L'approche stratégique plutôt au Canada, Marie-Laine? Ce qui est important dans la façon de se vendre avant tout, c'est d'être à l'écoute et de comprendre le contexte. Donc, lorsqu'on rentre en contact avec des personnes, on est plutôt dans un intérêt commun pour mieux comprendre l'actualité et même l'historique de son marché d'activité. Et après, lorsqu'on échange avec quelqu'un, on est plus sur le concret, le pragmatique. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter concrètement? Quels seront les résultats? La théorie du système, de comment ça fonctionne et tout, oui, on sera intéressé, mais initialement, on veut comprendre le résultat final. On va à l'essentiel. Exactement. Et je voulais juste rajouter sur la partie être bien accompagné, ça permet également de voir s'il y a des subventions possibles lors de la création de son entreprise ou si sur certains comptes, il est possible d'avoir des subventions. Vous me parliez aussi du réseau en antenne, l'importance du réseau et comment est-ce qu'on le crée, ce réseau? Alors, est-ce que vous auriez des conseils? Oui, alors le réseau commence ici aujourd'hui par les rencontres. C'est les gens qu'on rencontre au quotidien qui on parle de notre projet. Notre voisin peut connaître des gens au Canada, donc il faut en parler. Et en plus, il faut sortir de sa zone de confort. Alors, c'est apprendre à se vendre au lieu d'avoir l'impression de se vanter, mettre en avant des choses qu'on fait de bien ou des choses qui sont appréciées chez soi. Alors, c'est pas
très, très facile, mais on y vient, mais on peut y aller doucement et tranquillement. Nous, on accompagne les chefs d'entreprise et les individus de ce côté-là. Et sur également la prospection, on propose déjà d'aller sur un incontournable dans le monde des affaires, c'est LinkedIn, qui est un réseau social incontournable, Bien sûr. où existent beaucoup de dirigeants. Donc, si on identifie des entreprises, des dirigeants, des postes qui nous intéressent, rentrer en contact avec ces gens-là, on se rapproche des décisionnaires et parfois on peut gagner du temps sur notre prospection en comprenant mieux le réseau virtuel et en rentrant en contact personnel avec ces gens-là. Jean-Pierre, vous avez envie de réagir? Oui, je voudrais revenir un petit peu sur quelque chose que vous avez dit au début, Marilène. C'est de prendre des contacts sur place, effectivement. Et je conseillerais à tous ceux qui sont des professionnels, des professions libérales, hein, donc dans mon cas, traducteur, interprète de conférence, de communiquer avec les ordres professionnels qui sont de régie provinciale. Donc, si vous désirez aller au Québec, vous prenez contact avec l'Ordre des traducteurs et interprètes du Québec, en Ontario, Silatio, etc. Et je crois que cela va permettre d'abord de bien vous situer en contexte, de vous expliquer le marché, de savoir quelles sont vos chances d'embauche, et on va vous mettre en contact avec des employeurs éventuels. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure au sujet de la profession de l'interprète, en fait, nous avons accueilli ces derniers temps plusieurs interprètes de France qui étaient formés à l'ESIT et qui ont très bien réussi à s'intégrer, et même assez rapidement. Alors, une autre chose à prendre en compte quand on va travailler ou monter une entreprise au Canada, ce sont les différences culturelles. Et on fait une courte pause et on en reparle tout de suite, juste après la pub. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Ottawa. On entame tout de suite un focus sur les différences culturelles. Blanche, vous, dans votre entreprise, il y a des Français et des Canadiens. Quels sont les avantages d'avoir une équipe mixte ? Les avantages, c'est par rapport à la clientèle tout d'abord, parce que j'ai une clientèle qui est d'expatriés notamment, donc beaucoup de gens qui viennent de France, de Belgique, etc., qui habitent au Canada, et on leur parle le même langage. Donc on a déjà un accent, on a un vocabulaire, on sait quoi leur dire, quoi faire, comment leur vendre le produit vraiment. Donc on a une question de langage, d'approche du marché au niveau des Français, mais j'ai aussi, en ayant des Français chez moi, la connaissance géographique, puisque je vends un produit qui est une voiture, mais je vends avant tout l'Europe. Donc, j'ai besoin de savoir les petites villes, les spécificités, etc. Donc, on accompagne les gens dans leur voyage, que ce soit un voyage professionnel ou un voyage touristique. Donc, j'ai besoin de ça. Et j'ai aussi besoin d'équilibrer mon équipe avec, bien entendu, des locaux. Donc, des gens qui parlent un bon anglais, c'est clair, un bon français, mais qui ont aussi ce vocabulaire qui va aller rejoindre aussi des Québécois, ou des Ontariens, ou des gens de l'ouest du Canada. Donc j'ai besoin de gens qui ont vraiment le contexte pour tout. Donc, pour monter mes dossiers, j'ai vraiment besoin de ces deux cultures-là pour optimiser mon service à la clientèle. Et au niveau culturel, quelles pourraient être les qualités des Canadiens au travail, Rémi ?
C'est des gens qui sont toujours à la recherche du consensus, qui vont être toujours très positifs dans l'accueil de vos idées. Donc ça, c'est quand même très agréable. On n'est pas dans des réunions à la française où il peut y avoir des pugilats verbaux ou pire, comme on peut en voir parfois. Ça reste très cordial, très social, et on peut vraiment toujours exprimer nos points de vue. Après, effectivement, l'enjeu, c'est de faire la synthèse, mais on est aussi dans des réunions et dans un univers de travail qui est très organisé, des réunions qui commencent à l'heure, qui terminent à l'heure, des ordres du jour qui sont respectés. Donc, pour un Français, c'est un peu une adaptation culturelle à faire, mais c'est quand même quelque chose de très agréable qu'on peut vivre partout à travers le Canada. Donc je pense que ça, c'est un des grands points culture du consensus. C'est confortable. Jean-Pierre, les différences culturelles. Différences culturelles, effectivement, vous l'avez mentionné, Rémi, d'abord une sorte de discipline et de respect de l'autre. Et ça joue dans tous les sens. C'est-à-dire que le patron ne va pas se poser en patron, il va se poser en chef collaborateur, en animateur d'une équipe, si vous voulez. Il y a beaucoup plus d'horizontalité dans le système canadien qu'il n'y en a dans d'autres systèmes. Et donc, une grande discipline. Les réunions, généralement, se déroulent avec beaucoup de calme. Peut-être qu'on a hérité ça de la tradition indienne où l'on se passe une plume pour parler. Alors, seul celui qui a la plume peut s'exprimer. C'est un petit peu ça. On vous donne la parole, vous avez la parole, on vous écoute jusqu'au bout et personne ne va vous interrompre. Et ça, c'est une grande différence. Vous savez, une différence culturelle, par exemple, j'avais été surpris un jour de me retrouver à l'aéroport de Marseille où il n'y avait pas de queue. C'était une espèce de goutte d'eau qui se dirigeait vers le guichet. Et ça, c'est quelque chose qu'au Canada, nous ne connaissons pas. Il y a plus de discipline. Absolument. Voilà, nous sommes les Suisses de l'Amérique du Nord. Sauf dans les transports en commun, parce que c'est vrai que les Français qui arrivent comprennent que les gens prennent l'autobus et ils attendent à la file indienne. Mais par contre, il n'y a pas de discipline pour sortir. On peut sortir par la porte de devant, par la porte de derrière et tout. Au travail, on se tutoie. Oui. Et il faut bien comprendre l'utilisation du tutoiement, la possibilité d'aller voir son N+2 sans passer. Mais le tutoiement ne veut pas dire qu'on devient familier et qu'on sera invité chez le patron pour le barbecue du week-end. Est-ce qu'il y a une grande frontière entre vie privée et vie professionnelle ou ça peut se mélanger? Alors, c'est comme toute personne qui arrive issue de l'immigration, les locaux ont leur petite vie, métro, boulot, dodo, et ne sont pas nécessairement dans l'accueil. Il y a des villes au Canada où il y a énormément maintenant de Français, et bon, il y a une expression qui dit maudit français, il y en a qui en ont un peu, mais c'est toute une question d'intérêt. S'il y a des intérêts pour un sport, s'il y a un intérêt, on va prendre une bière après le travail, on fait des 5 à 7, qui est un pot à la canadienne. After work. Oui, effectivement. Mais c'est pas justement, c'est ce qui est un peu choquant, c'est qu'on est très accueillant dans nos propos, on échange sur tout et tout. Mais après, on n'est pas pour autant là à ouvrir la porte pour inviter les gens à dîner. On va à la limite, tranquillement, pas vite, comme on dit encore en canadien, inviter les gens à aller au restaurant d'abord avant de les accueillir chez soi. Donc, il faut juste travailler sur les intérêts et pas avoir d'attentes trop fortes. Et on ne parle pas nécessairement de politique et de grands débats philosophiques dès la première rencontre non plus. D'accord. Rémi, vous aviez une anecdote sur les soirées. Oui, quand on est invité dans une grande soirée avec plein de personnes, on vous demande d'apporter une bouteille. Et quand on est habitué en France à arriver avec une bouteille, la poser sur la table et ça devient le bien commun, tout le monde peut se servir dedans. Eh bien, au Canada, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque moi, j'ai fait cette erreur un jour en allant dans une soirée et j'ai pris une bouteille qui n'était pas la mienne. Je me suis servi un verre et on m'a fait remarquer, mais vous êtes en train de boire ma bouteille. Je dis, mais elle était sur la table. Et en fait, c'était la bouteille de ce jeune homme et je n'avais pas le droit d'y toucher sans lui demander la permission. Donc, c'est vraiment des petites habitudes qu'il faut prendre. Et pour autant, ça reste très convivial, mais il serait qu'il y a des règles qu'il faut capter, que ce soit effectivement pour attendre le bus ou pour agir en soirée. Il faut s'adapter à une nouvelle culture. Oui, Jean-Pierre. Autre anecdote. Si vous êtes invité dans une réception avec beaucoup de gens, vous n'avez pas besoin d'enlever vos chaussures. Si vous êtes invité dans un foyer, nous ne sommes pas au Japon, mais un conseil, retirez vos chaussures. D'accord, merci du conseil. C'était comme hiver. C'était comme hiver. Là, on était un petit peu sur le Canada en général. On va entamer le focus sur Ottawa. Et on écoute tout de suite Philippe Armangeau. Il est conseiller consulaire sur place. Il nous parle d'Ottawa et de ses particularités. Alors, qu'est-ce que Ottawa ? Alors, Ottawa, c'est une main-d'œuvre éduquée, avec le pourcentage le plus élevé de diplômés universitaires au pays et la plus forte concentration de titulaires de doctorat en Amérique du Nord.
C'est une solide culture entrepreneuriale avec plus de 4 milliards de dollars de capital risque investi dans les entreprises de technologie au cours des 10 dernières années. C'est la ville la plus branchée au Canada, dans laquelle 100% des écoles, des universités, hôpitaux, bibliothèques, instituts de recherche et installations municipales sont munis d'un accès à haute vitesse. C'est également la concentration la plus élevée d'emplois en génie et en sciences en Amérique du Nord après la Silicon Valley. Et Ottawa, c'est également un pôle attractif. On y retrouve une multitude de sociétés multinationales comme IBM, Alcatel-Lucent, Cisco et un grand nombre de petites et moyennes entreprises. Donc Ottawa est une ville assez particulière. Quelques précisions sur l'économie d'Ottawa, Jean-Pierre. L'économie d'Ottawa a été fortement touchée par une série de compressions dans la fonction publique. Le poumon d'Ottawa, c'est la fonction publique. Et le gouvernement qui a précédé celui-ci a opéré toute une série de compressions dans les programmes et dans les effectifs. Ottawa s'en est ressenti. Il y avait beaucoup de projets qui étaient prévus qui n'ont pas vu le jour. Ils ont été reportés. Le nouveau gouvernement est beaucoup plus favorable à une fonction publique en santé et on sent que le poumon recommence à fonctionner. Et comme je vous le disais hors antenne, Ottawa a cette particularité. D'abord, Ottawa ressemble beaucoup à Washington, pour ceux qui connaissent Washington. Ville très calme, très administrative. Il y a la moitié de la ville qui travaille au gouvernement fédéral et l'autre moitié qui travaille pour le gouvernement fédéral. Donc moi, je fais partie de la deuxième moitié, mais cette réalité, elle est là. Cela étant, l'économie d'Ottawa se porte très bien pour l'instant. Il y a un boom immobilier. Quelques mots peut-être sur le 150e anniversaire du Canada qui a lieu cette année, en 2017, et qui va... Il y a beaucoup d'événements qui vont se passer à Ottawa, la capitale fédérale. Énormément. Déjà, Ottawa est une ville de festivals. Blues Fest, le festival Bal de Neige au mois de février, le festival des Montgolfières, la fête du Canada. Donc beaucoup de festivals, si vous voulez, au départ. Vous allez avoir ça, plus énormément d'activités, surtout axées sur le culturel. J'aurais dû inviter ma fille qui s'occupe de l'événementiel pour vous en parler davantage, mais surtout sur le culturel. Et ça va être concentré sur Ottawa. Il va y en avoir ailleurs, au Canada, c'est évident. Mais comme Ottawa est la capitale nationale, forcément, la majorité des activités aura lieu à Ottawa. Marilène, rapidement, les secteurs porteurs d'Ottawa au moins de la région de l'Ontario. En Ontario, effectivement, Ottawa est placé en 4e position en termes de nombre d'emplois accessibles. Il y a beaucoup d'emplois dans le service. Alors, on en parlait, mais notamment le tourisme, la culture, beaucoup de musées, les festivals et tout ça. Dans les secteurs porteurs, technologie de l'information, alors on le disait dans la vidéo, les télécoms, la microélectronique, la partie logicielle. D'ailleurs, Ottawa fait partie du triangle technologique en Ontario entre Waterloo, Toronto et Ottawa. Il y a la fabrication, tout ce qui est construction. Et on parlait de minéraux tout à l'heure parce qu'il y a le bouclier canadien. Donc, on a vraiment l'agriculture qui est présente, mais principalement l'entreprise de service à Ottawa, plus que d'autres. On va faire une courte pause et on revient juste après pour un focus sur la vie quotidienne à Ottawa. I can read and I can write.
c'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Ottawa. Alors, vous vivez à Ottawa, Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la ville? Une ville très belle architecture, très belle, comment dirais-je, ambiance, une ville verte. Et une ville où l'on mélange à la fois les plaisirs de la ville et les plaisirs de la campagne, puisque nous sommes à quelques minutes du parc de la Gatineau, qui est une vaste réserve naturelle. Et à quelques minutes du Québec aussi. Alors, de la ville de Gatineau. C'est moins que quelques minutes, on traverse un pont et on est de l'autre côté. D'ailleurs, il faut considérer Ottawa, non pas comme Ottawa, seule ville d'Ottawa, avec 700 et quelques mille, 730 000 habitants, mais il faut considérer également la partie québécoise, qui est Gatineau, au point qu'on avait envisagé à un moment donné de créer un district fédéral. Bon, ça a été mis sur le back burner, pour parler bien le bon français. Mais tout ça pour vous dire que c'est une vie très agréable, où on trouve de très bons restaurants, notamment au centre-ville, au marché Bail, où j'habite. Vous avez le parc de la Gatineau plein air qui est juste à côté. Vous avez la plus longue patinoire au monde, à ciel ouvert, 8 km. Si vous aimez faire le patin, vous pouvez vous en taper 16 km facilement. Et nous avons le plus long réseau de pistes cyclables pour une ville en Amérique du Nord. D'accord, voilà. Beaucoup de choses à faire. Marilène, quelques mots. La particularité de la ville, c'est qu'elle est bilingue. Ça peut faciliter l'installation. Effectivement, on peut vivre et travailler en français ou en anglais. Pour ceux qui viennent avec des enfants, sachez qu'il y a des systèmes scolaires en français, en anglais ou en immersion dès la prématernelle, parce que la maternelle n'est pas obligatoire au Canada et seulement d'une durée d'1 an. Ensuite, effectivement, on peut vivre dans certaines des parties de la ville comme à l'européenne. Donc, on pourrait vivre sans voiture, profiter de les pistes cyclables et tout ça. Et bien sûr, tout à l'heure, je parlais de tous les musées. Si vous comptez visiter avant de vous y installer, n'oubliez pas de prendre votre autorisation de voyage électronique en ligne avant le départ, même avant d'acheter le billet d'avion. Merci du conseil. On reste sur le sujet de la vie quotidienne et on va parler sécurité sociale avec Laura Faubel, directrice de la documentation et de la communication au CLES, qui nous explique la Convention de sécurité sociale franco-canadienne. L'accord prévoit qu'une personne salariée ou non salariée est affiliée dans l'État où elle exerce son activité professionnelle. Toutefois, un travailleur salarié, un salarié uniquement, peut être détaché par son employeur habituel dans l'autre État et rester soumis à la législation de sécurité sociale de son État d'emploi habituel. La durée initiale de ce détachement est de 3 ans maximum, avec une possibilité de prolongation. S'il est détaché de France vers le Canada, il n'aura pas à verser de cotisation sociale au Canada, puisqu'il continuera de relever de la législation française. C'est donc en France qu'il paiera ses contributions. Donc, quelles branches sont couvertes par cette convention de sécurité sociale? Donc, essentiellement la vieillesse. Par exemple, pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse, il sera possible de prendre en compte, si nécessaire, les périodes accomplies sous la législation de l'autre État et de les totaliser avec les périodes accomplies sous la législation de l'État qui liquide la pension. La pension sera ensuite réduite au prorata de la durée d'assurance accomplie sous la législation qui liquide les droits. Rémi, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, vous, en termes de santé ? Alors, je conseille de prendre ça en compte dans la préparation du projet d'immigration. Il est très important d'être bien couvert. On le sait, les systèmes de santé en Amérique du Nord, en général, coûtent cher. Donc, il est important d'être sûr d'être bien assuré. En fonction du visa pour lequel vous allez postuler, vous serez ou pas couvert par le régime provincial. Donc, il faut vraiment valider ce point-là. Si vous êtes couvert par le régime provincial, il vous couvre de manière correcte. Vous pourrez toujours avoir accès à des complémentaires, mais vous pourrez être couvert pour les actes essentiels. Si par contre vous avez accès à un permis qui ne vous couvre pas, et je redonne l'exemple du permis vacances-travail, il ne vous donne pas accès aux sécurités sociales provinciales. Donc là, il faut absolument, avant de partir, souscrire à une assurance santé qui vous couvre correctement pour toute votre vie, votre séjour. Il faut également faire attention à la durée de votre assurance dans ce cadre-là, par exemple, parce que si vous avez un permis vacances-travail de 2 ans, mais que vous ne souscrivez à une assurance santé que de 1 an, le douanier, quand vous allez entrer dans le territoire, ne va vous délivrer un visa que pour 1 an. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. D'autre part, si on parle de la santé, il est important aussi de se dire que si on a des personnes qui veulent rester un peu longtemps au Canada avec vous, qu'elles prennent ou une assurance voyage avant de partir,
ou elles peuvent également acheter des assurances. Nous, Desjardins, on en propose une pour les visiteurs au Canada, qui peut couvrir ces personnes pour les 2-3 mois qu'elles viennent passer au Canada. Et puis, juste pour finir aussi la santé, comme Desjardins, on est une coopérative, on redonne beaucoup à la communauté via des festivals, on parlait des festivals des Montgolfières, mais également les hôpitaux, et on supporte notamment l'hôpital d'Ottawa dans ses projets. On va maintenant s'intéresser à l'éducation avec Pascale Garec. Elle est proviseure au lycée français à Ottawa. Elle nous présente son établissement. Bienvenue au lycée Claudel, le lycée français d'Ottawa. Nous accueillons plus de 1000 élèves de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de terminale. Nous appartenons au réseau des 494 établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, implantés dans 136 pays dans le monde, qui assurent aux familles qui s'expatrient une scolarité sans rupture pour leurs enfants. Le lycée Claudel, c'est aussi le siège de la société de mutualisation pour les 54 établissements à programme français des États-Unis et du Canada. Il s'agit pour nous de mettre en œuvre une politique commune de développement de nos établissements en Amérique du Nord, de proposer à tous les personnels un plan de formation annuel riche et ambitieux et de promouvoir et valoriser des projets pédagogiques et culturels innovants et fédérateurs. Entre autres actions, je citerai Ambassadeur en herbe, Ma tante Gine, Première scène, Hackathon Junior, mais il y en a bien d'autres. Je vous invite à nous rendre visite sur notre site de zone, fisna.org. Alors, comme nous avons déjà évoqué un petit peu l'éducation avec vous, Marilène, j'en profite pour parler du coût de la vie. Blanche, est-ce que c'est plus cher, moins cher qu'en France, qu'à Paris, par exemple ? C'est nettement moins cher. Vivre au Canada, c'est vraiment moins cher. Cependant, les salaires sont en rapport. Donc, quand on est européen et qu'on décide d'immigrer au Canada, si on a des desiderata, il faut peut-être un peu moduler ses attentes. Donc, je pense que vous pouvez... Et il y a l'impôt retenu à la source aussi, qui n'est pas une habitude en Bien France. sûr. Et on arrive là-bas, c'est surprenant. L'impôt est individuel également, donc il n'y a pas de demi-part suite à une naissance ou des choses comme ça. C'est intéressant d'intégrer ça dans son mode de consommation dès le départ parce qu'on peut avoir des surprises. D'accord. Notre émission touche à sa fin. On va faire un tour de table et vous allez me dire... chacun un mot, ou qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous regardent, aux Français qui veulent aller s'installer sur place, Jean-Pierre? Je vais reprendre les paroles de Rémi en disant qu'il faut surtout se préparer. Je crois que le plus beau conseil que l'on puisse donner, éventuellement même si vous pouviez venir passer quelques jours au Canada, moi j'avais fait ça. J'étais venu passer 15 jours au Canada, un voyage, pour explorer, en particulier dans le milieu dans lequel vous voulez vous intégrer. Bien se préparer. Merci. Blanche? Moi, je dirais qu'il faut arriver avec une belle ouverture d'esprit. Et puis, se préparer, oui. Venir au Canada, oui. Mais venir dans différentes saisons. D'accord. Donc, venir en hiver. Rémi, rapidement, Oui, on manque de temps. Je pense qu'il faut aussi profiter de tout le Canada, parce que le Canada, c'est pour beaucoup de Français le Québec, mais il y a plein d'autres provinces, et que ce soit pour les vacances ou au cours de votre séjour, allez profiter de toutes les provinces que le Canada vous offre. Marilène? Et négligez pas votre positionnement professionnel avant de partir, comment vous vous exprimez, votre CV, vos recherches, votre réseautage. On est là pour ça. Notre page ressources vous donne toutes les informations. Je vous remercie. Merci à tous pour la qualité de votre intervention. N'oubliez pas de regarder les vidéos bonus de l'émission pour plus d'informations et restez connectés. Tout de suite, les 24 heures chrono de l'international continuent avec la ville de Seattle.
can read and I can write. C'est 4 ans. Je sais lire et je sais écrire.